J'éteins ce micro pour reprendre l'autre. Je vous propose d'entamer notre deuxième séquence. On a quelques petites minutes de retard. J'aimerais qu'on tienne le programme. Pour peut-être, Tom, explorer en profondeur un certain nombre de sujets qui ont été évoqués. On parlera un peu plus tard de trafic des stupéfiants, on parlera de la violence des jeunes également. Ce sera peut-être l'occasion de reparler d'un certain nombre de choses qui ont été évoquées déjà. Mais pour l'instant, il y a un phénomène qui est assez frappant et assez nouveau dans ce que vous avez dit, c'est cette cohabitation de plus en plus difficile sur l'espace public, sur la rue, entre voitures, vélos, piétons, parfois trottinettes, sans parler des piétons, naturellement. Une cohabitation qui ne se passe pas toujours très bien et qui débouche bien souvent sur des conflits, voire bien pire. Je pense à la mort de ce cycliste le mois dernier à Paris, qui a été très, très médiatisé, tué par un automobiliste mécontent et soupçonné de l'avoir tué volontairement. Alors pour nous parler de cette nouvelle forme d'insécurité, nous avons demandé à un spécialiste national de nous éclairer. J'appelle Mathieu Flonneau. Bonjour à vous, Mathieu Flonneau. Peut-être pouvez-vous me rejoindre. Et sur la scène, comme on va le faire à chaque séquence d'ailleurs, nous avons également des experts locaux, des représentants de la ville qui vont rester avec nous pour répondre aux questions le temps de la séquence. Je les appelle rapidement. Monsieur David Lévenant, adjoint chargé de l'urbanisme et de la voirie. Madame Françoise Richard, conseillère municipale déléguée chargée de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Merci, madame. Nicolas Well, président de l'Observatoire de la nuit. Et monsieur Paul Cancel, chargé d'études à la direction des mobilités et de l'espace public. Messieurs, installez-vous et nous vous solliciterons peut-être tout à l'heure pour répondre à des questions techniques, à des questions locales. Mais pour l'instant, je voudrais que nous entendions Mathieu Flonneau, qui est enseignant-chercheur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, historien spécialiste des mobilités. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont En tous sens, circuler, partager, sécuriser, une histoire des équipements de la route, aux nouvelles éditions Loubatière, d'autres livres également, et une prochaine publication en 2025, je crois en début d'année, Rassurer les conduites. Merci d'être avec nous, Mathieu Flonneau. J'évoquais à l'instant cet accident dramatique à Paris, qui a provoqué une grande émotion dans le pays. Ce phénomène, comment le qualifier? Est-ce un fait divers, un accident tragique comme un autre, malheureusement, ou faut-il y voir un vrai phénomène de société? Et puis surtout, comment peut-on parvenir à apaiser cet espace de circulation où tout le monde se croise? Bien, bonjour à tous. Je vous remercie pour votre présentation, Hervé Joanneau. Je remercie évidemment Madame la maire, Madame la députée, les services représentant Monsieur le préfet, ainsi que tous les corps constitués, puisque la question que nous allons traiter là maintenant, et j'en ai perçu évidemment depuis très longtemps les enjeux, mais des publications récentes, des faits récents, le réel, rappelle que les incivilités et la sécurité routière sont quelque chose qui perturbe évidemment le bon fonctionnement, la tranquillité, la vie quotidienne de beaucoup de nos concitoyens. Et donc je remercie Richard Geron, M. Chou, M. Brodeur pour leur invitation à faire appel à une compétence nationale, mais qui est ancrée et qui n'a, somme toute, si je rapporte le cas parisien dans le Finistère, pas nécessairement une situation d'apaisement à transmettre en province. Donc on pourra en reparler, mais il y a là des tensions derrière les soucis que vous pouvez connaître sur vos voiries, le partage et l'apaisement des conduites, le fait de les rassurer, effectivement, mon prochain livre, des questions qui interrogent le continuum des sécurités, et pour un pédagogue, un enseignant, qui donc parle un peu longuement peut-être, et il faudra m'arrêter hein, si d'aventure je déborde, mais enfin certains ont déjà débordé. Donc je me permets quand même d'insister sur l'enjeu de civilisation, de processus de civilisation et d'état de civilisation que nos chaussées, qu'elles soient interurbaines, donc des routes, ou qu'elles soient villes, des rues, eh bien, posent à chacun.
Et donc on le mesure bien, il y a là des enjeux, et ces enjeux, ils sont rappelés par l'inquiétude des Quimpérois, et rassurez-vous, je n'interférerai pas beaucoup plus dans le débat local, quoique j'aurai deux solutions de bonnes pratiques, et nous en avons discuté dès hier au soir lors du dîner préparatoire, deux solutions de bonnes pratiques qui pourraient peut-être inspirer vos enquêtes, qui sont par ailleurs très précieuses et qui associent, c'était courageux, les usagers, les pratiquants de ces réseaux. Alors mon métier, moi, quel est-il et quel est le sens de l'ouvrage que par ailleurs la ville distribue, je crois, tout à l'heure? Eh bien, c'est d'interroger la matérialité des chaussées, et derrière la matérialité des chaussées, de poser des questions aux sciences sociales et à la science humaine qui est la mienne. Je ne suis pas sociologue, je m'en garde bien, je suis historien. Et historien qui considère la longue durée et des évolutions de longue durée. Et à partir de là, ça permet de décaler par rapport à des faits qui peuvent être divers, mais dans des processus de civilisation qui, eux, sont des tendances lourdes. Et naturellement, pour les sciences sociales, il y a un grand paradigme explicatif qu'un grand sociologue disparu malheureusement, pour lui, sociologue mais philosophe des sciences, Bruno Latour avait mis en évidence, et c'est ce que l'on appelle le gendarme couché. Et donc le gendarme couché, c'est ce coussin par ailleurs berlinois, j'ai appris la technicité de ces équipements de la route pour en avoir fait l'étude de l'industrie qui est adossée à cela, et donc il y a aussi des enjeux industriels derrière. Ces enjeux, c'est de faire intégrer une règle que j'étudie, parce que, somme toute, je me vois assez bien comme celui qui ausculte les rues, les routes, et qui tâche de comprendre comment cela fonctionne. Et donc, en interrogeant le bitume, en interrogeant les pointillés, en interrogeant ce qui fait la matérialité de nos chaussées et des règles et des codes de ce vivre ensemble routier, et donc de la république routière, de la chose commune sur la route et dans les rues, eh bien, le syndicat des équipements de la rue et de la route m'a commandé cet ouvrage en tous sens, effectivement, partagé, sécurisé et en quelque sorte circulé, parce que les enjeux de mobilité, ils sont derrière. Et on avait inventé ce personnage un peu comme Bison Futé, voyez-vous, Cerf Futé, c'est un jeu de mots sur le syndicat des équipements de la route. Mais il s'agit de comprendre culturellement d'où viennent ces équipements et comment une société crée la matérialité du respect de la loi. Ce n'est pas simple, et ceci a des déclinaisons nationales, culturelles. Et selon les pays où vous vous trouvez, vous apprendrez différemment, avec des points universels peut-être, mais quand même différemment la règle. La règle française, la voici. Et je viens de le dire, c'est très républicain mon propos, et de ce point de vue-là, il est très engagé. Naturellement, la Nationale 7, le socle, la borne Michelin, anecdotique, folklorique peut-être du chanteur Charles Trenet, vient s'ajouter à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. L'enjeu, il n'est pas que sur la route, il est dans tous les actes quotidiens. L'enjeu, c'est celui de se déplacer, c'est celui de créer de la richesse également, et de comprendre que la route, les rues sont indispensables, et que les éléments liés à ces usages impactent la croissance du pays, éventuellement sa dette. Et donc il y a là des réflexions à avoir. Je passe vite, mais toutes ces choses ont été consignées. Il suffit presque de les lire. Et les enjeux, ils sont posés. Ce sont des enjeux de démocratie. Ce sont des enjeux très clairement. Il y a un gilet jaune, vous le voyez sur l'image de la 3e couverture, bien au cœur. J'aurais pu mettre un bonnet rouge, mais j'ai mis ce gilet jaune car évidemment, il porte la valeur, peut-être plus que le prix, de l'automobilisme, dont je suis par ailleurs spécialiste, mais que je cherche à mettre sur le devant de la scène parce qu'on l'oublie parfois, et on oublie parfois que cela peut être adossé, on le sait peut-être mieux à Rennes, mais à une industrie automobile en souffrance. Et ce n'est pas parce qu'on aura des véhicules chinois et qu'on aura moins de véhicules produits en France que la question écologique aura été réglée, vous le comprenez bien. Et donc la route, la civilisation routière ont eu leur modernité, et l'automobile aussi, c'est ce que rappelait une exposition au Conservatoire national des arts et métiers récemment, et ce permis de conduire, comme contributeur à cette exposition, je lui avais fait mettre un point d'interrogation, car désormais, la question se pose. Et elle se pose par rapport à des pratiques qui sont souvent dérégulées, et je ne souhaite pas à Quimper d'arriver à un niveau qui avait été atteint et sur lequel la municipalité actuelle revient à toute force, mais un niveau de dérégulation. Et un niveau de dérégulation qui peut entraîner des réflexions sur l'ensauvagement, la décivilisation, sur les chaussées. Et avec un peu de recul désormais vis-à-vis du phénomène des trottinettes qui a été
grandement limité par une votation municipale, mais il était temps, parce que certains ont joué aux apprentis sorciers pour archaïser les conduites automobiles dans la ville qui n'avait pas véritablement de fait fonction à perdurer en temps de transition écologique. Néanmoins, il y a eu un moment de, pardon, mais grand n'importe quoi. Et ce grand n'importe quoi a permis à des opérateurs privés, et donc peu de choses à voir avec l'intérêt public, je le souligne, des opérateurs privés de se développer, de développer des vélos en libre service, de développer des trottinettes. Et comme vous le voyez, il y a aussi des problèmes d'esthétique et de coins de rue sur les chaussées parisiennes, parce que parfois cela conduit à des amas peu sécurisés pour notamment les piétons qui sont les grands oubliés. Et donc une conduite assez désinvolte vis-à-vis de la règle, et j'y reviendrai, a été adoptée. Et le PSIT, là, j'aurais pu le photographier, ce n'est pas la dernière version du PowerPoint, mais ce n'est pas très grave. Ce PSIT, c'est celui qui figure sur les Vélib aujourd'hui, où on rappelle aux usagers des Vélib que psst, le feu rouge doit être respecté, psst, le code de la route doit être respecté. Merci de nous l'apprendre. Et là, évidemment, on rentre dans des équilibres qui sont très sérieux et qui impliquent les forces de l'ordre. Qui impliquent les forces de l'ordre, et je dois bien avouer que je n'ai pas trop reconnu mon pari pendant les Jeux Olympiques, qui était, de fait, une ville humanisée, eu égard aux forces de l'ordre et aux services publics. Et on peut souhaiter que cela perdure, mais c'est un enjeu d'État. C'est un enjeu d'État et plus simplement un enjeu de municipalité. Et c'est un enjeu d'État, pas que d'aujourd'hui. Cela date de bien avant le fait qu'il y ait un maire ou une maire. La réforme électorale date de 1975 et le premier maire, comme vous le savez, était Jacques Chirac, élu en 1977. Mais c'est une longue durée que la préfecture de police avait assumé l'ordre public. Et donc le dessaisissement de la préfecture de police de certaines missions et la disparition de ces agents de circulation, eh bien, a quelque chose d'inquiétant parfois. Et le bâton blanc du préfet Lépine qui ordonnait les circulations et puis surtout qui faisait que dans l'espace public, il y avait des forces de l'ordre et que l'humanisation des forces publiques, elle est très importante, cette humanisation des forces publiques. Je le dis devant des uniformes, mais bien évidemment, leur métier, c'est à eux de se faire prendre à partie dans des conflits d'usagers. Mais en même temps, leur rôle, leur métier, leur maîtrise de ce métier, c'est d'assumer cette prise à partie et de faire une forme de médiation. Mais s'il n'y a plus de force publique sur les chaussées, il n'y a plus de médiation et le conflit, il est direct entre les parties prenantes des chaussées. Je le laisse en suspens, mais le préfet Lépine eh bien, avait eu une mission très grande et très louable autour de ces règlements de conflits, et je vais y revenir, parce que les réflexions que l'on voit émerger un peu partout autour du code de la rue sont anciennes. Et là, l'interrogation de l'historien mérite peut-être d'être soulignée, parce que le premier code de la rue, il date de 1910, à Paris, 11 ans avant le code de la route. Et ce code de la rue, eh bien, il avait une mission que certains opérateurs privés, après, de l'époque des manufacturiers, qui évidemment étaient intéressés au développement de l'automobile sur les routes et dans les villes, eh bien, comme Michelin, ont promu jusqu'au guide Michelin contemporain. Le premier code, il est là. Le code de la route date de 1921, application en 1922, il a été revu, il a été réajusté pour des modes de transport nouveaux, éventuellement, ces modes individuels motorisés, mais qui participent parfois à une dérégulation que l'on perçoit comme, pardonnez-moi, je l'avais prévu, comme agressive sur les chaussées. Alors ce code, parfois, a donné lieu à des interprétations intéressantes. La priorité était à la circulation. Et le livre que vous avez là, d'Edmond Dujardin, est un livre qui explicite le code de la route. Il est intéressant de voir que le titre de ce livre, c'est un feu vert déjà, l'image, et c'est surtout accéléré. Ce livre date de 1955. Edmond Dujardin, c'est le créateur du mille-bornes. Edmond Dujardin a comme mode d'entrée sur les chaussées et les routes le fait de demander aux gens une conduite plus experte, plus avisée, plus rapide. Aujourd'hui, évidemment, la problématique est totalement différente et le nouvel art du volant, c'est plus que jamais de savoir maîtriser son véhicule, ça certes, mais aussi ralentir. Alors ce code, le permis qui l'accompagne, a donné lieu, et je passe vite parce que dans le Finistère, cela pourrait évidemment être mal perçu, mais les routes départementales sont l'enjeu de la sécurité routière. L'enjeu mis sur le devant de la scène par une politique de sécurité routière, et c'est l'autre livre, Madame Assy, que je vous ai offert tout à l'heure, le livre commandé par la délégation à la sécurité routière en 2022, et Madame Florence Guillaume accompagne la promotion de cet ouvrage,
qui est sévère. Et je peux vous assurer que ma spécialité de l'automobilisme prend une vraie gravité lorsque l'on s'intéresse à ces questions extrêmement lourdes. Et l'on passe en 1972, le livre était pour les 50 ans, en 1972, avec cette création d'une politique publique, d'ordre public, mais aussi de santé publique, on passe à une politique assumée par l'État de régulation des conduites et des bonnes manières. Et j'ai mis là, pour mémoire, un timbre qui était distribué un peu à la manière du calendrier des pompiers. Vous donnez ce que vous voulez, mais ce timbre, c'était celui de la prévention routière, association antérieure de 1949. Et l'année 1961 évoquait une forme de maturité des usagers auquel un petit ange demandait la prudence, la discipline, la courtoisie. Et évidemment, ça ne suffit pas. Évidemment, il faut passer par des phases de répression. Et l'idée de cet ange, elle était aussi extrêmement perverse. Et cela pourrait nous ramener au vocabulaire américain, ou en tout cas anglo-saxon, sur les accidents de la route. On les appelle des fatalities. Il n'y a rien de fatal dans un accident, et les experts le savent bien. C'est quelque chose que l'on peut déconstruire. Et donc la catastrophe, elle est toute relative. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui la rend évidemment insupportable. On peut y remédier en amont par des politiques de prévention. Et la politique de prévention que je vais vous présenter sur les équipements de la route participe de ce nouvel écosystème routier qui vise à quoi donc ? Eh bien à créer une route ou une rue qui pardonne éventuellement des petits écarts de conduite. Les gros écarts de conduite, eh bien il faut les sanctionner. Et les gros écarts de conduite, je reviens un instant sur le fait que vous venez d'évoquer en introduction de mon propos, on est dans la délinquance. On est dans de l'inacceptable, on est dans de l'insécurité routière qui n'est plus de l'ordre de l'incivilité, c'est un meurtre. Situons bien les causes. Et n'anecdotisons pas le débat qui mérite une mise en abîme et une prise de recul et des mesures, évidemment, d'application. Alors ces mesures, on les a évoquées tout à l'heure, la vision, le casque, la prévention, la sécurité routière, lutte contre l'alcoolisme, problème naturellement qui est récurrent. Le seul avenir éthique, parce que le sujet est véritablement très grave, c'est un surcroît de responsabilité. Alors ce n'est pas un Normand, c'est pas un Breton, pardon, mais c'est un Normand, c'est Alexis de Tocqueville qui finalement a théorisé notre société démocratique. Les outils, et il ne connaissait pas l'automobile, mais les outils de liberté doivent être des outils de grande responsabilité. Et par rapport à cela, eh bien, il s'agit de rassurer les conduites. Et cette image de couverture que vous avez en avant-première de mon prochain livre, qui illustre Karl Lagerfeld avec un gilet jaune, eh bien, rappelle cet enjeu. Alors, d'où vient finalement mon propre cheminement vis-à-vis de ce sujet ? Parce que rien, finalement, en étudiant le mobile et l'objet, ne m'incitait à étudier l'écosystème, les routes, tout ce qui est immobile et qui participe à la sécurité. Eh bien, c'est une contribution que l'on m'avait demandé au Mondial de l'automobile, et cette année, un mondial vient de se tenir, encore avec un grand succès, porte de Versailles, là où le Salon des maires vient de se clôturer et où des équipements de la route ont été proposés à tous les maires. Il y avait de quoi faire pour des équipes municipales vraiment son marché, sur tout ce qui était, si tant est qu'il y ait de l'argent, son marché pour obtenir des éléments performants de tranquillité, de tranquillisation, d'apaisement des chaussées. Et donc en 2018, j'y reviens, l'on m'avait commandé une exposition dans laquelle j'avais mis de la sécurité routière, et c'était une grande nouveauté au Salon de l'Auto, routes mythiques. Et ces routes mythiques, eh bien, visaient à décrire cette expérience d'un patrimoine, par ailleurs, très riche patrimoine conservé au musée des Ponts et Chaussées, trop peu connu, à Vatan, dans l'Indre, et le jeu de mots est facile, Vatan, tu reviendras, évidemment, mais ce musée est un musée des bonnes pratiques. Et la route intelligente n'est pas une route de demain, la route intelligente est aussi une route d'hier, où les négociations entre usagers, eh bien finalement, se passaient peut-être de façon apaisée. Alors, le livre, il est là, le livre, il vise à présenter, et je vous inviterai évidemment à vous y plonger, parce que là, ce que je dis imparfaitement oralement, eh bien, on a été plusieurs aussi à l'écrire, avec un comité de lecture, eh bien, c'est de comprendre comment on respecte tout le monde. Et comment bien conduire, c'est aussi respecter, éventuellement, et sans démagogisme vis-à-vis du monde animal aujourd'hui, mais aussi les animaux, bien évidemment. Et donc, il y a une république. Il y a tout un débat, possiblement international, sur cette république des routes et des rues, mais c'est un fait commun, une res publica. Et il s'agit de la comprendre. Et lorsque l'on est en charge de sa sécurisation en tant que force de l'ordre, eh bien, on représente la République, on représente l'État. Et là, l'État ne doit pas non plus
se défausser de ses responsabilités au regard des collectivités locales qui sont plus, et on l'a bien compris, le maire, il est à portée de, je crois, hein, voilà, c'est ça. J'ai beaucoup d'admiration pour les acteurs concrets qui tranchent parfois dans des débats très difficiles et ils sont bien au courant des enjeux. Alors, il y a des enjeux européens également, de normalisation de tous ces équipements. Et j'ai appris, mais quand on passe devant, on ne voit pas l'arrière, mais j'ai appris la haute technicité de tous ces équipements qui peuvent être des panneaux, mais qui peuvent être des marquages au sol, qui peuvent être des glissières de sécurité, des dispositifs de retenue. Et tout petit conseil, si je peux me permettre, mais je suis arrivé hier soir au train la nuit, je l'ai déjà dit à qui de droit, hein, bon, sur le mode, évidemment, on peut améliorer les choses, mais le parking est dangereux en ce moment. Et donc même lorsqu'il y a des chantiers, il y a des professionnels du balisage des chantiers. Et donc, ceci est une section du syndicat des équipements de la route qui participe de cette civilisation routière à laquelle j'emprunte jusqu'à Tocqueville. Vous le voyez, je l'ai reproduit ici, et puis jusqu'aux grands artistes qui ont compris que toute une société s'investissait dans les chantiers routiers et cette prospérité que Macadam, par exemple, avait mise en évidence. Alors, il y a une forme de naturalisation de l'automobilisme, et là je serai un peu plus parisien, puisque tous les grands congrès qui ont conduit à l'édiction de normes, au départ, autour de l'automobilisme, pardon, se tiennent à Paris, se tiennent à l'Automobile Club de France, qui est le premier automobile club au monde. Je vais vite, mais le code de la rue, le voici. Le code de la rue de 1910. Ceci est consigné dans un article que j'avais rédigé en 2005, dans la continuité de mes travaux de doctorat, et l'on vise à rendre la rue parisienne beaucoup plus apaisée dans un temps de conflit où, rassurez-vous, ce n'est pas une trottinette qui risquait d'arriver, c'était une voiture et c'était potentiellement un tramway qui parfois circulait à contresens sur non pas des sites propres mais des chaussées plein axe. Donc vous aviez là un enjeu de sécurisation qui n'est pas moindre, somme toute, que celui que l'on a aujourd'hui et qui mérite d'être adossé à toute une ingénierie. Et là, la petite question à l'assistante pourrait être celle-ci. Ce sont les 4 premiers panneaux adoptés en 1908 par le Congrès international des chaussées. Il y en a 4. Aujourd'hui, le code de la route, et le code que l'on passe et que nos enfants passent lorsqu'ils cherchent à obtenir le permis de conduire, comprend à peu près combien de panneaux ? 400. 400. Donc c'est aussi un sujet qui s'est complexifié. On est passé de 4 panneaux à 400. Et des usagers qui se diversifient. On a aussi réfléchi à harmoniser les rues, à les inscrire dans des logiques parfois esthétiques. Il y a un héritage des aménagements haussmanniens et du mobilier haussmannien dans les réverbères qui étaient susceptibles de porter des messages circulatoires. Et il y a ce fameux kiosque signal à Paris que j'avais exhumé, qui date, lui, de 1910, donc il est absolument contemporain de ce code de la rue que l'on essaye de promulguer avec la préfecture de police. Et comme vous le voyez, il est installé à un carrefour dont le surnom précédait l'arrivée de l'automobile. Ce carrefour s'appelle le carrefour des écrasés. Ce carrefour des écrasés, il est boulevard Montmartre, sur les grands boulevards à Paris, et bien, il cherchait à civiliser avec de l'affichage et une sonnerie. Et puis un agent, un homme, auquel on peut parler, auquel on peut éventuellement faire part de ses récriminations, mais ça évitait peut-être l'algarade directe avec un autre usager. Alors, ce que l'on a inventé au cours de cette période, et je ne vais pas abuser de mon temps, mais c'est un espace public civilisé. Et pour l'historien des chaussées, cette image est frappante. Je peux la dater quasiment au mois près. C'est un embouteillage parisien, vous me direz. Très bien, mais nous sommes place de l'Étoile, nous sommes à un moment où l'on a inventé, on les aperçoit, les passages cloutés, et quand même je vais me déplacer, sauf à ce que le pointeur fonctionne, et j'ai passé l'image, je vais parler plus fort, et là vous avez un homme de l'art, dont c'est le métier, une hirondelle, un agent qui surveille, et les automobilistes ont évidemment à bien se tenir. Donc partant de là, il y a tout un espace public, toute une transition, et on peut apprendre de ces transitions anciennes, de cette intelligence de la rue, toute une transition qui a créé cette route moderne et ces rues modernes, avec parfois une très haute technicité, jusque dans le chromatisme, les couleurs. Et il faut faire attention aux daltoniens, les couleurs de tous les enjeux de messages
à diffuser les marquages au sol. Et l'histoire du marquage au sol est particulièrement plaisante, parce que non seulement c'est une industrie, mais c'est une industrie qui prend naissance aux États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique demeurent, quoi que l'on en dise, la plus grande démocratie du monde, sujette aux alternances les plus violentes éventuellement. Mais possiblement, l'histoire américaine se confond avec l'histoire de ces minorités. Et là, c'est presque de la légende, pas urbaine pour le coup, mais vraiment de la légende. Parce que l'idée d'être separate but equal sur les chaussées date de l'invention du marquage au sol. Alors, dans 2 endroits, une association de cyclistes à Détroit, dès les années 1910, et puis cette femme, une médecin afro-américaine, Carol June, qui, par ailleurs femme émancipée, divorcée, qui est docteur de l'université et qui a un accident avec sa Ford T, qui est chassée du centre de la chaussée par un camion et qui revient sur les lieux le lendemain et qui peinturlure un axe central. La démocratie routière, elle est là. La République routière, elle est là. Et chacun doit intégrer l'axe central. Et donc, partant de là, les feux rouges sont aussi une invention, à Détroit, d'un Afro-Américain. L'idée que les minorités font avancer le débat est réelle. Néanmoins, les minorités ne doivent pas devenir tyranniques. C'est aussi un élément fort de l'organisation et de la domestication des vitesses. Je vais vite, mais les risques routiers que l'automobilisme développe, ils sont réels. Mais les mesures pour contrer ces risques routiers, elles sont efficaces. Et c'est là, évidemment, un effort de représentation auquel il faut se soumettre. L'accident est devenu, il l'est, insupportable. Le drame, il est intolérable. Mais nous sommes passés de 18 000 morts à 3 000 en 50 ans. Cette politique est une réussite. Alors que les mobilités ont explosé, alors que les usagers ont explosé. Et donc là, il ne faut pas désespérer, c'est évidemment un élément de lecture, mais il ne faut pas non plus être, et j'ai bien entendu le débat, et moi-même il m'avait un peu heurté sur le sentiment d'insécurité. Le continuum historique, il va à la diminution de la violence dans nos sociétés. Pourquoi ? Bien parce que la loi a su s'imposer. Et il ne faut pas hésiter à imposer la loi. Zéro naïveté, zéro déni, évidemment. Le rappel des fondamentaux, et parfois plus que cela, la répression qui va avec, naturellement, à partir du moment où il y a une transgression. Et donc, la diminution de la mortalité routière, elle est réelle. Ce qui rend d'autant plus insupportable les résidus scandaleux, qui procèdent d'une autre logique, d'une logique qui est celle de la délinquance pure et simple, et qu'il faut nommer, parce que sans quoi l'on ajoute au malheur du monde. Alors, les éléments que je tiens encore rapidement à diffuser, ce sont ceux-ci. C'est une route qui devient, eh bien, objet de pardon possible et qui prévient les usagers. Alors, beaucoup de choses. Récemment, la télévision a diffusé La Grande Vadrouille. Dans La Grande Vadrouille, il y a une scène, et j'ai vu la machine qui a été conservée, une scène où le marquage au sol eh bien, est plus ou moins utilisé par Bourvil et Louis de Funès, bien évidemment, mais toujours est-il que c'est là, fondamentalement, cet accord sur les chaussées que l'on peut retrouver. Donc une grande technicité. Paris a contribué par la massivité des problèmes qui y étaient posés et qui restent posés, a contribué à civiliser ces chaussées, et cet effort mérite d'être toujours bien mis en avant et bien respecté. Et de ne pas jouer à l'apprenti sorcier en libéralisant, et parfois ça va aussi avec un libéralisme économique que l'on peut au moins questionner, en libéralisant eh bien, les usages de façon inconsidérée. Alors, 2 slides pour bien montrer que c'est un enjeu aussi d'industrie nationale et que ce n'est pas délocalisable l'entretien de la route. Et il y a des enjeux qui ont été rappelés au Salon des maires de France, qu'il y a des travailleurs derrière, évidemment, des emplois, des formations, des certificats de capacité professionnelle, bref, tout un ensemble d'enjeux, que derrière des techniciens de l'urbain, et vos sondeurs ici en sont, qui apportent des éléments au débat, mais qu'il s'agit de présenter évidemment en toute objectivité, que certains endroits ont été des lieux d'application de cela, le boulevard périphérique parisien, dont le seul problème est de fonctionner trop bien, évidemment. C'est-à-dire qu'on pourrait s'en passer s'il n'était pas utile. D'autres sujets, aujourd'hui, se posent. De ralentissement, de partage, d'urbanisme tactique. C'est ainsi que les professionnels intitulent leur mission aujourd'hui, de bien séquencer avec des transports publics, avec d'autres types de mobilité qui apparaissent, avec également
eh bien, d'autres aménités que l'on découvre dans la ville. Et là, ne pas commettre d'anachronisme, ce qui est le péché mortel de celui qui voudrait être historien, c'est-à-dire de ne pas considérer que l'accélération du jardin, tout à l'heure, que je mentionnais, était folle. Non, non, il n'y a pas de folie dans les époques. Il y a le concentré des attentes des citoyens. Et la ville productive des années 70, elle répond à des nécessités qui n'ont pas encore été percutées par la question environnementale ou la question patrimoniale. Et donc, effectivement, on a parfois maltraité l'espace urbain, mais il s'agissait de loger les gens et de produire de la richesse. Et c'est donc une réflexion qui vient désormais à son terme et qui n'est pas folle sur le partage des chaussées. Au contraire, elle procède d'autres attentes. Il y a des outils pour cela. Et je vais en venir à des mesures pratiques. Des outils qui touchent au numérique, aux données, aux nouvelles cartographies, aux nouvelles représentations, qui peuvent avoir dans le monde réel eh bien, une efficacité, mais que l'on doit aussi bien savoir contingenter. Et je pense que toute mairie est exposée à la publicité des données. Eh bien, c'est la base. C'est la base de la réflexion technique. Les smart cities, ces villes intelligentes de demain, elles doivent beaucoup emprunter, à mon sens, aussi à ce qui a pu être dit des villes d'hier. Et enfin, pour terminer, il y a évidemment des questions de certification, de tests. On peut aussi réfléchir à enjoliver le quotidien. Pas interdit d'avoir une belle ville, alors vous en avez une, évidemment, mais elle peut l'être encore plus au travers de ses fonctionnalités. Et il ne faut pas abdiquer là devant des nécessités. Il y a eu des projets, celui-ci, d'une belle route, d'une civilisation routière, d'une fête de la route. On est en 1937, mais il y a beaucoup à dire sur l'époque Front Populaire, l'époque auberge de jeunesse, l'époque cohabitation des modes. Il y a du chemin de fer, il y a des équipements de la route, il y a un passage à niveau. Enfin bref, des éléments qui peuvent rendre la ville agréable. Mais surtout, j'insisterai, et vraiment je finis, sur l'humanisation de ces chaussées. Et cette image m'avait servi pour la couverture d'un livre qui faisait suite à un colloque que j'avais organisé sur la pratique de la rue. Et les Parisiens, dans les années 60-70, les services techniques ont été confrontés aux contrôleurs de Carrefour, et je le dis devant le directeur général des services, et j'ai bien compris, et d'autres techniciens probablement plus compétents que moi sur le sujet. Mais la grande hantise, c'était la panne de ces contrôleurs de Carrefour. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a évidemment des réparateurs qui viennent dans l'armoire, mais il y a un agent derrière. Il y a un agent qui revient avec son bâton blanc. Et cet agent qui revient avec son bâton blanc, c'est aussi une part du message que je souhaitais. Message ou leçon, enfin c'est très pontifiant, mais enfin, l'histoire peut apprendre cela quand même. Il y a des solutions et elles sont en général humaines et pas simplement techno-solutionnistes. Et une proposition concrète à la fin. On a parlé du code de la rue, mais l'autre, ce sont les villes prudentes. Les villes et villages prudents. Alors je suis allé taper sur Internet, et c'est un label qui est donné aux villes, comme il y a des villes fleuries, comme il y a des villes sportives, comme il y a des villes pour l'accueil des véhicules d'époque, etc. Il y a des villes prudentes. Et les villes prudentes, c'est le syndicat des équipements de la route, en collaboration avec la prévention routière. Ils étaient présents avec Madame la déléguée à la sécurité routière, Florence Guillaume, au Salon des maires. Et ces villes prudentes, alors je suis allé voir sur la carte, j'ai vu Plougouffan, que je ne connais pas, et Plomelin, qui sont à côté de Quimper, des villes prudentes. Et donc peut-être est-ce là une recommandation pour conclure. Quimper a à faire. Merci. Je m'assois. Merci à vous, Mathieu Flonneau, pour cet exposé instructif et absolument passionnant. Merci. Et si vous avez envie de prolonger cette réflexion, sachez que la ville met à disposition gratuitement votre ouvrage dans le hall d'accueil du Chapeau Rouge. Alors, Mathieu Flonneau, mesdames et messieurs, peut-être se garder quelques minutes ensemble. Y a-t-il des questions dans la salle? Plusieurs mains se lèvent. Richard Geron peut-être va aller à la rencontre de ces questions. N'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour Anne Guérou, je suis chargée de mission égalité femmes-hommes. Et je voulais poser une question concernant peut-être une solution, parce que, sauf si j'ai mal écouté, ça n'a pas été évoqué, je crois que 84% des accidents mortels sont provoqués par des hommes.
Et si on décline les chiffres, quand il y a des addictions, de l'alcool, là on dépasse 90%. Et donc on voit bien que c'est pas parce que les hommes conduisent plus mal, ce n'est pas non plus parce que on voit bien que les femmes, quand elles prennent le volant, ce n'est pas la mort au tournant, au contraire. Donc en fait, il y a un problème d'éducation. Et donc les hommes, depuis la plus petite enfance, sont éduqués à prendre des risques, à avoir des comportements plus déviants qui vont être moins corrigés dans l'éducation. Et donc qui vont, devenus adultes, provoquer ces conduites à risque. Et donc une des solutions ne serait-elle pas, évidemment, d'avoir une éducation plus équilibrée, plus à la prudence, voilà. Merci, madame. Je prends votre question comme un témoignage. On passe peut-être, on fait circuler la parole. Oui, bonjour, Stéphane Burger, je travaille à la Fondation Massé Trévidi qui porte une auto-école sociale. Et donc moi, ce matin, je suis le porte-parole des 2 moniteurs auto-école, en fait, qui posent une question. La majeure partie des accidents, en fait, sont liés à des problèmes de comportement. Or, la part de ces questions de comportement dans l'apprentissage du code de la route est minime. Pourquoi ? Vaste question. Une autre question peut-être ? Alors sur le comportement, comment conduire et bien se conduire ? Mathieu Flonneau, quelques éléments peut-être ? Oui, merci pour vos 2 remarques et questions. Oui, se conduire, c'est un manuel de moralité et je prendrai une part de ma réponse dans l'évolution de l'éducation nationale. Ça tombe bien, je suis professeur. D'un ministère qui, du temps de Jules Ferry, s'appelait l'instruction publique. Et l'instruction, c'est ce que l'école peut vous apporter, l'université éventuellement. L'éducation, c'est autre chose. Et l'éducation commence, on le sait tous, dans les familles. Et l'éducation des petits garçons, c'est encore autre chose. Et vous avez évoqué quelque chose, et bien que je ne sois pas partisan de l'intersectionnalité des luttes, loin de là, je constate, comme vous, et ce sont des faits, que les très grands excès de vitesse, et des autorités là pourraient le confirmer, c'est de l'ordre de 97%, ce sont des hommes. Les conduites à risque, donc, ce sont des hommes. Les conduites alcoolisées, ce sont des hommes. Ce sont aussi les hommes, les premières victimes de ces comportements à risque. Ce point est important. Mais là où ça devient absolument scandaleux, c'est quand c'est le passager, éventuellement la femme, les enfants, qui en sont victimes. Et donc, il y a des questions à apporter, et je croise l'interrogation sur les écoles, les auto-écoles. Il y a des questions à apporter, tout simplement, presque de bon sens, à cette jugulation, cette répression des conduites. Et moi, lorsque je parle de civilisation routière, c'est vraiment ce processus au sens de Norbert Elias, de la civilisation des mœurs. Et la route doit être un lieu de civilisation des mœurs. C'est pour ça que le code de la route, finalement, c'est le code civil républicain appliqué aux chaussées. Mais il faut en être les garants chacun. Et ceci va avec les road rage, c'est-à-dire l'énervement, etc., etc. Il y a un devoir d'exemplarité. Et c'est pas simple. Mais la masculinité toxique, comme l'on dit, est aussi un sujet, indiscutablement. On continue le tour des questions peut-être ? Madame, tout au fond. Le temps de grimper au sommet. Bonjour. Moi, j'étais ancienne bénévole à la prévention routière, donc à différencier de la sécurité routière, entre 2019 et 2021. Et ce qu'on a constaté, c'est que nous, l'association, elle est répertoriée entre Morbihan et Finistère, d'un côté, et Côte-d'Armor et Ille-et-Vilaine de l'autre. Et les moyens financiers n'étaient pas les mêmes, ou les moyens humains ou matériels, logistiques, pour aider les gens, que ce soit dans les écoles, tout ce qui est l'aide à récupération des points de permis, etc., ou dans les entreprises, n'étaient pas les mêmes dans le Finistère que pour le Morbihan. Le Morbihan est beaucoup plus aidé ou beaucoup plus développé que le Finistère. Voilà. Entre 2019 et 2021. Et je crois que ça ne s'est pas trop amélioré. Voilà. C'était juste une constatation. Très bien. Partagé. Monsieur le préfet n'est pas là pour l'entendre, mais ça lui sera transmis. Oui, bonjour.
On vous écoute, monsieur. Oui. Daniel Bigot, conseiller municipal de Quimper. Pour faire un petit peu suite à ce qui a été dit aussi, une grande nouveauté dans les mobilités, c'est la présence de plus en plus prégnante des vélos, des trottinettes et tous les moyens donc, de mobilité individuelle. Et ça s'accompagne aussi pour ces utilisateurs d'une grande insécurité, parce que c'est vrai que autant une voiture, il y a 4 roues et un petit dérapage et tout, ben, ça se rappelle sur 4 roues. Un vélo, c'est 2 roues. Et l'équilibre, il est précaire. Et le moindre écart, le moindre choc, le vélo, il est par terre. Et donc, on s'aperçoit quand même qu'une grande partie des blessés, des victimes de la route aujourd'hui sont des cyclistes ou des moyens autrement de circulation individuelle. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez comme perception de ce phénomène de présence des vélos qui, de mon point de vue, va s'accentuer, et la présence des vélos électriques ne fait que renforcer encore la présence de ce moyen de déplacement sur nos cités. Voilà, quels sont les moyens et quelles sont les grandes orientations que vous présagez sur ces questions? Alors, c'est une question pour la municipalité et l'équipe municipale. Qui veut répondre? Ah, c'est vrai, mais il décide un peu moins que vous, quand même. Qui veut répondre? Quels sont les grands aménagements, peut-être, qui ont été faits ou que vous envisageriez au sujet... Quimper a vu, comme beaucoup d'autres villes de France, le vélo exploser dans les rues. On en parlait il y a encore quelques heures. Il y a beaucoup de vélos maintenant dans les rues de Quimper. C'était moins le cas il y a quelques années comme ailleurs. Est-ce que vous prenez en compte cela dans l'aménagement de la ville et dans les réflexions à venir? Ah oui, bien sûr. Lorsqu'on est arrivé aux responsabilités, on avait un engagement de 6 millions d'euros dédiés aux aménagements cyclistes. Donc, et on les a même dépassés, enfin, on les aura dépassés à la fin du mandat, puisqu'il y a, j'ai envie de dire, il y avait presque tout à faire. Il y avait juste des petits bouts d'aménagement cycliste sur la ville, mais pas d'axes véritablement. Et là, l'enjeu, c'est d'abord d'avoir des axes de direction pour pouvoir ensuite raccorder au niveau des quartiers et faire les jonctions entre les aménagements. Donc je ne suis pas sûre, sincèrement, enfin si peut-être pour l'Assemblée, mais Daniel pose une question qui m'étonne parce qu'il est tellement dans les groupes de plan vélo et il connaît parfaitement les travaux en cours. Donc, tu ne veux pas préciser un peu ta question, Daniel? Alors, moi, ce que je voulais dire au travers de ton intervention, c'est de mon point de vue, il va falloir être vigilant à ne pas mélanger tous les usages. Et pour moi, l'usage du vélo n'est pas du tout à mettre sur le même plan que l'usage des trottinettes. Ça, c'est déjà quand même un point. Vous en avez parlé au niveau de Paris. D'abord parce que c'est pas le même outil de déplacement, puisque là, il y a un moteur. C'est même pas la même chose que l'usage du vélo à assistance électrique, puisque même sur les réglementations, me semble-t-il, mais vous me corrigerez si je me trompe, à partir du moment où il y a un acte mécanique pour créer la propulsion et donc le déplacement, on n'est pas soumis aux mêmes règles. Et la trottinette, c'est vraiment le véhicule à moteur par excellence, et totalement dangereux, dérégulé. Et même à Quimper, même s'il y en a beaucoup moins que dans les métropoles, moi, je suis extrêmement inquiète. Maintenant, je suis aussi extrêmement inquiète pour les cyclistes et pour ce que je peux observer au-delà des aménagements. On les connaît, les aménagements sur la ville de Quimper, et ils ne sont pas sans poser de débats, d'échanges, de prudence. L'aménagement en cours de cette année, c'est évidemment celui qui va nous permettre, monsieur, d'aller de la gare jusqu'à Crèche-Gwen en passant par le centre-ville de Quimper. Ça y est, nous allons avoir une piste bidirectionnelle sécurisée, et on aura aussi un espace évidemment bien réaménagé pour les piétons. Donc on les connaît. Moi, ce qui me préoccupe, et c'est ce que j'entends un petit peu depuis le début de la matinée, et j'ai pas la solution. Je dois avoir cet exercice de vérité aussi. C'est la question des incivilités. Et la question des incivilités, notamment routières. Et je m'aperçois, je suis psychologue de métier, je m'aperçois aussi que souvent les personnes, alors j'entends plus les hommes dans les conduites, mais les personnes, quand elles sont derrière un volant, quand elles sont à l'abri d'un habitacle voiture, se permettent des comportements qui ne correspondent même pas à ce qu'elles pourraient défendre par ailleurs dès qu'elles sont hors de la voiture.
Et c'est cette notion de la dangerosité des comportements à l'égard des autres automobilistes, à l'égard des cyclistes, à l'égard des piétons. On a eu un accident hier et c'est compliqué, enfin, du côté du rond-point d'un lycée. Et donc, voilà, moi, je vais renvoyer la question à une autre question qui est la mienne, si je peux me permettre, puisqu'on est là pour en parler. Que peut faire une ville pour améliorer les comportements individuels et lutter contre les incivilités? Là, nous sommes sur la sécurité routière, donc on peut déjà avoir peut-être des propositions. Vous m'avez fait une proposition, mais là, je vous renvoie aussi la demande d'aide. Que puis-je faire vraiment pour améliorer les comportements et lutter contre les incivilités? Et on pourrait peut-être transposer à d'autres domaines de mauvais comportements. Monsieur Fleuneau, vous voulez apporter peut-être un élément de réponse? Est-ce que ça ne renvoie pas finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, ces notions d'éducation, de prévention? Oui, c'est central, et je n'ai pas fait qu'une proposition, j'en ai fait 3. La première, évidemment, le quartier de la Gare, parce que je pense qu'aussi, mais ça c'est dans toutes les villes, et évidemment je fais part d'une expérience dérisoire hier, ce contre quoi d'ailleurs l'anecdote je lutte, mais bon, de fait, un chantier peut être beau, un chantier peut être totalement sécurisé. Et il y a des professionnels de cela, et le syndicat des équipements de la route y répond. Je ne défends pas le syndicat des équipements de la route, attention, mais je vois ce qu'ils font. Et donc peut-être parmi les questions que vous posiez, comment éclairer le débat, en posant bien les questions et en s'adressant aux professionnels de la profession, dont évidemment c'est le métier, et chacun dans sa case. L'universitaire, il est un peu irresponsable dans ses propos peut-être, mais il est parfois très conscient aussi, et certains sujets obligent à être très conscient. Les 2 autres propositions, mais c'est autour du code de la rue, je suis à votre disposition pour en reparler. Et puis la troisième, c'est quand même les villes prudentes, parce que les villes prudentes, il y a tout un caractère de case à cocher, et voilà, ça procède d'une atmosphère, ça procède d'un phénomène qui est, et vous comprenez bien que j'hypostasie mon sujet, c'est-à-dire que je l'étends à tous les domaines. Et évidemment, la route, l'automobilisme sont des données puissantes de notre civilisation contemporaine, qu'on le veuille ou non. Et donc qu'il s'agisse de composer avec d'autres modes, c'est une évidence, mais il faut le faire avec raison, méthode, et pas d'improvisation, et pas d'idéologie. Moi, c'est pas mon cas. Je vous regardais, mais... C'est pas mon cas. Moi, je suis assez pragmatique et. Non, je vous fais pas mon expérience parisienne. C'est pas trop. Oui, bon. Je partage un peu aussi, je dois l'avouer. Je tiens juste à vous dire quelque chose. J'utilise mon téléphone, mais là aussi, on parle d'incivilité. C'est pas pour consulter Internet, c'est pas pour répondre à des messages, c'est pour prendre des notes. Parce que ça peut étonner de voir quelqu'un qui pianote quand on est dans une table ronde. Et je prends des notes parce que je suis censée faire le bilan de la journée. Et donc, pour moi, c'est précieux. Donc, c'est déjà pour rassurer tout le monde. Et dans les notes que j'ai prises, et puis ça a été relayé par Philippe Bouder, l'adjoint à la tranquillité publique, il est question évidemment de travailler au code de la rue pour Quimper. Et je pense que ça, c'est déjà quelque chose que tu as demandé, puisque ça a fait l'objet d'échanges. Et la question, le label Ville Prudente, pas pour avoir un label de plus, même si on aime bien les labels, mais c'est vraiment pour pouvoir travailler globalement et avec les usagers de la route, de la rue, à une amélioration. J'étais au Congrès des maires aussi cette semaine et je l'ai bien repéré. Donc parmi vos 3 propositions, il y en a déjà 2 que l'on va travailler. Quant au chantier de la gare, on va en échanger. Parce que oui, je suis quand même un peu surprise, mais je l'entends tout à fait positivement. Mais oui, mais ce sont des professionnels qui y travaillent. Et donc, si cela a échappé à notre vigilance, c'est vrai, je suis vraiment... voilà. C'est vraiment d'expérience. Et donc, je n'en tire pas quelque chose de général. Mais dans le TGV, en arrivant, oui, les gens échangeaient. Car évidemment, pour venir être récupérés à la gare, c'était la confusion la plus totale. C'était la nuit, il commençait à pleuvoir. Voilà, donc je n'insiste pas lourdement, mais toute petite expérience. Mais c'est pour améliorer les choses, hein, et oui. En discuter.
Oui, oui, mais moi je l'entends tout à fait. Après, je ne sais pas, c'est peut-être de la signalétique sur les orientations, de l'éclairage, parce qu'on va parler aussi éclairage public, et je crois que ça commence à aller mieux, mais il y a beaucoup à faire sur la ville de Quimper. Mais la conduite des chantiers, c'est vrai que j'irai questionner de ce côté pour un meilleur accueil et surtout un meilleur lieu de déplacement sur un lieu aussi central que la gare. Alors peut-être une dernière question, madame, qui lève la main. Et puis nous allons passer à notre prochaine séquence. Je suis obligé d'interrompre, madame, parce que c'est vrai qu'on est 20 minutes de retard déjà. Il faut laisser un peu de temps peut-être pour les autres intervenants. Mais on a le reste de la journée peut-être pour s'en reparler. Alors, une question. Ah. Daniel veut reprendre la parole. Non, c'est juste pour préciser, parce que Madame la maire m'a reposé une question, de préciser les choses. Ma question ne portait pas du tout sur les aménagements donc, qui sont en cours, que je constate bien évidemment, parce que je participe aussi au groupe de travail, mais c'était beaucoup plus sur une question à notre orateur universitaire, presque philosophique, sur les villes de demain. Comment seront les villes de demain? À qui allons-nous donner la préférence? Est-ce que c'est à la vitesse ou est-ce que c'est à la sécurité, en gros, quoi? Et donc l'efficacité ou la sécurité et le bien vivre? La réponse est évidente, hein, c'est la sécurité et la tendance est au ralentissement de nos sociétés. C'est de cela dont nous avons besoin. Donc c'est totalement contradictoire avec la présence d'Elon Musk au gouvernement américain. Madame, peut-être une dernière question avec vous. J'irai très très vite. Bonjour, Laurence Vignon, adjointe à l'éducation de la ville de Quimper. Et alors ça m'intéressait bien puisque vous reposez, mais depuis le début de la matinée, hein, on repose quand même en filigrane la question de l'éducation. J'étais assez sensible à la question de l'instruction civique et de la nomination des ministères. Moi, je repose vraiment je reprends votre terme, enfin en tout cas votre définition de l'éducation aujourd'hui. On travaille, nous, aujourd'hui, sur une éducation au savoir rouler, etc. Et je me posais la question, et c'est peut-être un peu suite à ce que disait Daniel, sur ce que je constate sur la disparition du piéton aujourd'hui dans l'espace public. Et or, les enfants d'aujourd'hui apprennent comme moyen de circulation la voiture, puisque c'est elle qui est la plus prégnante aujourd'hui dans leur univers. Le vélo, ça commence à arriver, la trottinette étant quand même un objet parfois extrêmement ludique, dans lequel ils ne mesurent pas forcément le danger. Mais moi, je suis très interrogative sur la disparition, en tout cas, du piéton. Il n'y a pas aujourd'hui, et je vais utiliser le mot volontairement, il n'y a pas de lobbying des piétons. Il peut y avoir des grandes associations de cyclistes aujourd'hui qui existent, je pense à la FUB, qui sont des gens extrêmement intéressants hein, sur la question de l'aménagement de l'espace, le partage de l'espace. Je suis cycliste, donc voilà, je n'ai aucun état d'âme de ce côté-là. Et pourtant, on peut reparler, et c'est quelque chose qui est souvent dit par les pouvoirs publics, de la place de la marche, de la lutte contre la sédentarité, ce qui est le premier moyen de déplacement qu'on a en tant qu'humain, disparaît aujourd'hui. Vous avez dit quelque chose, et moi j'ai une formation d'historienne, donc nous avons appris, vous et moi, que l'histoire n'est pas progressiste et qu'effectivement, on est sur un reflet à chaque moment d'une ville, d'une vie, d'un moment. Voilà, ce que vous avez montré était absolument passionnant. Je serais assez curieuse de savoir ce qu'est l'image de notre monde aujourd'hui, mais la disparition du piéton, qui est en filigrane de toutes les civilisations, elle est constatée et elle nous interroge parce qu'on ne sait pas. Et Isabelle posait une question que je pourrais vous poser. Comment on refabrique les piétons de demain? Parce que je pense que c'est un moyen aujourd'hui de circulation extrêmement nécessaire et qui réapprend deux vertus, le sport hein, et la patience, en tout cas la temporalité un peu différente de celle qu'on a aujourd'hui. La place du piéton dans la ville, Mathieu Flonneau. Je propose qu'on continue de discuter ensemble sur ces sujets, mais il y a une association de défense des piétons qui date de 1957. Elle existe, c'est 60 millions de piétons aujourd'hui, donc ils ont des intérêts à défendre, souvent ce sont des personnes âgées. Et là, c'est un enjeu du débat. C'est-à-dire que nos hommes politiques, nos femmes politiques, à l'Assemblée nationale ou dans les mairies ou au gouvernement, ne doivent pas être dans le jeunisme. Il y a des lobbies auxquels il faut savoir résister aussi. Donc, débat ouvert, mais l'éducation, c'est une transmission, et c'est un héritage. Et le ministère de l'Instruction publique, pas simplement de l'Instruction civique, avait cette mission. La seconde, c'était les familles. Donc, évidemment, des éléments importants. Mais sur le comportement des piétons, on l'entend aussi souvent, j'imagine à Quimper aussi, ils sont très souvent, vous l'avez souligné Madame la maire, sur leur téléphone. C'est aussi quelque chose qui est très perturbant. Et donc, c'est une urbanité, la ville. Une urbanité. Des regards qui se croisent, librement.
qu'il n'y ait pas d'intimidation. Beaucoup de choses à réapprendre, effectivement. Merci. Juste une petite chose, excusez-moi. J'aimerais intervenir par rapport justement au code de la rue qu'on va vraiment travailler. Les piétons, vous le disiez, et moi je le constate aussi, puisque pour me déplacer à vélo, je vois que souvent, en fait, ils sont plongés, comme vous le dites, dans leur téléphone portable. Mais ce code de la rue, vraiment, on va s'adresser aux piétons, aux cyclistes, aux automobilistes, et c'est vraiment voilà, la République partagée dans les déplacements et les mobilités, quelle que soit la mobilité, c'est que chacun se sente concerné, responsable dans l'attitude quand il est sur la voie publique. Et c'est quelque chose, j'ai demandé au service de tranquillité publique à y réfléchir, et on va vraiment mettre en place ce code de la rue et le diffuser. Et voilà, j'espère que déjà ça permettra d'un peu apaiser les circulations. Mais vraiment, tout le monde est concerné. Code de la rue est peut-être le label Ville Prudente. Hein, j'ai entendu Ça va Madame bien. la maire.